Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, merci d'être là. Nous sommes en direct sur Radio M pour un nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique. Avec nous, Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Yahsan Qadi, vous vous êtes assis entre Abed Sharif et Hada Hazam, c'est pas très sympathique. Bonsoir. Bonsoir, je vois pas en quoi. Hada, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kamel Mansari. Bonsoir. Zine Cherfaoui, c'est votre premier CPP, bienvenue. Merci. Et bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, la question habituelle, traditionnelle, celle avec laquelle on commence le Café Presse Politique chaque mercredi. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On commence par vous, Hada. Je fais l'autocensure, non? Non, allez-y. Il n'y a pas de censure à Radio M, Hada. Non. Pas d'image la semaine? Si, il y a une Elle a image, rapport avec mais qui, avec quoi? dans ce cas, je le dis, c'est tout. Ouais, c'est quoi? Un rapport avec qui? Vous insistez, non? Je suis journaliste, il faut insister. Non, je le dis pas. Pas d'image de la semaine. Désolidariser. Voilà, c'est le mot. Abed Sharif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est le président Bouteflika qui a invité à un sommet en Arabie Saoudite. Et Angela Merkel et le président allemand qui sont invités en Algérie. C'est annoncé publiquement en Algérie par de hauts responsables. Pourquoi on nous rappelle toutes ces douleurs? Ouais. Les douleurs de la visite annulée. Pourquoi on nous dit que le président, pourquoi on nous rappelle délibérément que le président Bouteflika ne peut pas diriger le pays, qu'il est là, et pourquoi on insiste sur ça? Pour vous, ces invitations sont synonymes. Elles sont absurdes. Bon, Hada, Abed n'était pas très très loin de votre image de la semaine, mais c'était pas concernant ces invitations. Et Yahsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? À propos de douleur, le matraquage des chefs d'entreprise qui sont présentés devant le ministère de l'Habitat il y a 3 jours pour réclamer des non-paiements, le paiement de factures qui datent de 2015. C'est Dhahira Jadida. On a connu 86-87, donc les pénuries, c'est la crise des années 80 quand le prix du pétrole a baissé. Cette année, ça passe déjà par les chefs d'entreprise, avant de toucher la plèbe, le peuple, et changer la situation politique du pays. Et d'ailleurs, vous avez fait un sit-in, c'est bien ça, devant le ministère de l'Habitat, couvert notamment par Radio M. Et matraqué. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Kamel Mansari? 2 images. Je dirais la première à propos de ces queues interminables pour des sachets de lait en Algérie en 2017. Et c'est quand je parle de queues interminables, je fais aussi référence à ces milliers de réfugiés syriens qui fuient Raqqa sous les balles des snipers et concurrents de drame. On a vraiment une situation qui me bouleverse énormément, surtout quand il s'agit d'enfants et de familles cibles d'un conflit, otages d'un conflit interminable. Zine Cherfaoui, votre première image de la semaine pour votre premier CPP, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Comme c'est mon premier CCP, est-ce que je peux donner 2 images éventuellement, comme vient de le faire Kamel? Rattrape. Un petit privilège des premières. Voilà, donc la première image, comme je suis un journaliste international, donc je vais essayer de sortir du pays et de la région, du continent, pour aller en Corée du Sud. Et les Coréens viennent d'élire un nouveau président. Et ils viennent en même temps de donner une très belle leçon de démocratie en évinçant, en demandant à leur ancienne présidente de rentrer chez elle et de rendre des comptes donc devant la justice coréenne. Je pense que c'est une image de politique intérieure, ça, mais bon. Oui, par extrapolation, effectivement. Donc et la seconde image, c'est toujours lié avec mon domaine de compétences. C'est lié aussi au conflit irakien et plutôt au conflit syrien et irakien, bien évidemment. C'est le bombardement turc, les bombardements turcs qui visent les Kurdes.
et on a l'impression que tout le monde acquiesce, tout le monde accepte, alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que sans les Kurdes, aucune lutte contre Daesh n'est possible dans la région. Alors, imaginez-vous, vous avez des Kurdes qui non seulement sont le fer de lance de la guerre contre Daesh en Syrie et en Irak. Donc d'un côté ils combattent et de l'autre côté ils les bombardent. Et ils sont bombardés très généralement par les Turcs. Toujours bombardés par les Turcs. Ça a toujours été le cas. C'est cette situation intolérable dont je voulais parler. Et c'est très bien d'en avoir parlé. Il faudrait en parler aussi prochainement dans le CPP. Alors on va commencer cette première partie par évidemment la politique interne avec ces élections législatives qui se sont déroulées le 4 mai prochain avec les résultats plus ou moins. Oui, Hada, vous voulez dire votre image de la semaine? Ah, j'ai dit prochain. Oui. Je pensais que vous aviez changé d'avis, non. Donc le 4 mai dernier, avec ce taux de participation très réduit, même si certains mettent un doute sur la véracité de ce taux, et ces résultats de ces élections législatives, avec le FLN et le RND qui, à eux deux, gardent la majorité absolue. Abed Sherif, vous avez vu les résultats communiqués par le ministre de l'Intérieur. Vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit que c'est une petite victoire pour le pouvoir et c'est une nouvelle défaite pour l'Algérie. Le pouvoir avait des objectifs, il les a atteints à travers ces élections. Donc dans sa logique, c'est une victoire. Et il est dans sa feuille de route, il est parfaitement dans son agenda. Et voilà, en gros, c'est ça pour moi. C'est quoi les objectifs atteints, même le taux de participation officiel de 35%? S'il y a eu pour vous un objectif atteint par le pouvoir, ce serait lequel? C'est organiser techniquement des élections non contestables dans la forme, sur un fond de stabilité sociale, pas de grève, pas de violence, pas d'incident majeur, pas de contestation majeure. Et garder cette situation où le pouvoir dispose d'un minimum d'Algériens qui sont impliqués dans l'acte politique. Il fait avec eux, uniquement avec eux, et le reste, ça ne l'intéresse pas. Yassine, vous êtes d'accord? C'est une victoire pour le pouvoir, c'est législatif? Non, pas du tout, pas du tout. Les objectifs du pouvoir sont minimalistes chez la façon dont ils sont déclinés par Abed Sherif. Et bon, déclinés comme ça, effectivement, on peut considérer que le pouvoir a obtenu sa petite victoire, mais moi je suis pas d'accord sur les objectifs. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de la Constitution en 2016. On a voulu créer l'illusion d'un nouvel élan politique législatif avec des droits renforcés à l'opposition. En 2014, on n'a pas pu construire une légitimité à la présidentielle parce que on a bien vu qu'il y avait une très forte désaffection. Et cette fois-ci, c'était quand même la tentative de colmater un pacte républicain qui était très délité. Et en bout de course, il est encore plus délité le parti républicain parce que avec quoi sort le pouvoir? Moi je suis à la place des tenants entre guillemets de ce pouvoir-là. J'ai aucune lecture possible de ce qui m'attend, de ce que pense la société algérienne, de ce que pense le peuple. Il y a aucune indication, même la sanction, elle n'est pas passée par les urnes, elle est passée par l'abstention et on peut pas la décrypter. On peut rien faire avec ces résultats-là. Dans le contexte d'aujourd'hui, moi je serais très inquiet et je pense que le pouvoir a fini par être inquiet. Hada Hazam. Non plus. Pour moi, il n'a pas réussi ses objectifs parce que il a fait campagne pour une participation massive. Ça n'a pas été. D'ailleurs, même le ministre de l'Intérieur était très terre à terre dans sa conférence de presse. Il n'a pas été méchant envers que ce soit la presse ou les partis qui ont appelé au boycott. D'ailleurs, il a dit que l'Algérie est démocrate, on respecte la démocratie, on respecte les positions des uns et des autres. Et je pense que le pouvoir a failli parce qu'il a mis le paquet pour une participation massive. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est la première fois qu'il fait campagne pour une participation massive. Pas la première fois, par rapport aux autres fois, autant de moyens, voilà. Et il a échoué. Kamel Mansali, est-ce que le pouvoir a échoué?
En termes de chiffres, je vois qu'on est dans la même configuration qu'en 2007, si ce n'est pas un peu moins. Moi, ce qui m'a intéressé et m'a surpris cette fois, qui a attiré mon attention, c'est que la campagne du FLN a été faite au nom du président de la République. C'est-à-dire, pour la première fois, c'est tout partout en Algérie, on a vu que c'est lui, comme si c'était lui qui dirigeait cette campagne. Elle était faite en son nom. Le parti, et pour la première fois, le Bouteflika a été le président et non pas un président honorifique. C'est le président du parti, on l'a présenté en tant que tel, et c'est la défaite du FLN. Donc si c'est une défaite du FLN, donc c'est une défaite du président Bouteflika. Et moi je m'étonne comment Bouteflika a-t-il pu perdre. Donc ça nous renvoie à toutes les interrogations qu'on soulève par-ci par-là. Est-ce qu'il a vraiment acquiescé, donné son aval pour que cette campagne se fasse en son nom? Et si c'est elle faite en son nom, en tant que nous savons pertinemment que Bouteflika ne se serait engagé dans une lutte ou dans une bataille, dans un exercice, dans une compétition, s'il n'avait pas la certitude qu'il allait gagner. Et moi, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est lui qui a perdu. C'est-à-dire son parti, puisqu'elle a été faite en son nom. D'un côté, de l'autre, nous avons fait le plus grand vainqueur de cette élection. Le plus grand vainqueur, c'est le parti qui a vaincu, qui a remporté cette élection, c'est le parti des bulletins nuls. C'est 1,7 million, peut-être bon, c'est un record. Bon, on a dit là, on a parlé c'était la même chose qu'en 2012, 1,7 million, même par rapport à l'abstention, enfin le taux d'abstention. Je crois qu'au départ, ça a été 2 millions. Je ne comprends pas pourquoi le Conseil constitutionnel a revu à la baisse avec 1 million. Et le ministre, c'est la première fois que le ministre de l'Intérieur ne donne pas, lors de sa conférence de presse, le nombre de bulletins nuls. Voilà. Non, ça n'a pas été donné, mais sur le site internet. Oui, mais pendant la conférence de presse, il n'a pas donné. Il n'avait pas peut-être les chiffres, mais c'est pas important ça, mais maintenant on a on a les statistiques. Donc imaginez-vous, 5 millions d'Algériens ont véritablement voté sur 23 millions, et comme a dit Kadir Hassan, on peut rien décrypter. D'ailleurs, on peut même pas faire une lecture. Pour ceux qui se hasardent à faire des lectures en liant ça avec la présidentielle 2019, je crois que c'est pas sérieux. Ça peut pas être sérieux comme élément d'analyse. Vous dites que le FLN a fait campagne au nom du président, le RND, le MPA et TEJ aussi. Non, je parle du parti qui a utilisé les affiches et qui a partout, Ould Abbas, là où il est parti, tous les leaders chargés de faire la campagne, et je l'ai vu, ils l'ont fait au nom du président. C'est-à-dire les affiches étaient partout. On disait le parti du président, c'est la campagne du président. Parce qu'il est président de plutôt une campagne pour les présidentielles, n'était pas une campagne pour le Parlement, c'était une campagne pour les présidentielles pour 2019. D'ailleurs, il a été rappelé. Pour ça. Une campagne anticipée 2019. Oui. C'est une oui. Écoute, moi je pense que ces résultats sont déjà au plan légal. Je veux dire, ce que l'on appelle le pouvoir est à l'aise. Je veux dire, il n'y a aucun problème constitutionnel. Je veux dire, au plan constitutionnel. Il n'y a aucun problème à avoir 35, 39%, 32, 25, etc. Donc, mais effectivement, lorsqu'on fait une lecture un peu plus poussée des résultats, effectivement, on se rend compte que 35%, seul 35% de l'électorat sur 23 millions, il y a beaucoup de bulletins blancs. Donc, vous avez forcément un Parlement, une assemblée fragile, avec une légitimité assez fragile, et par extension, vous avez aussi un gouvernement qui l'est encore plus. Bon, après, ce gouvernement, on peut l'appeler comme on veut, gouvernement d'union, gouvernement machin, etc., mais vous avez toujours un gouvernement qui a un problème de déficit de représentativité ou de légitimité. Donc, mais à mon avis, moi, je pense que les résultats étaient moi je m'attendais à ce qu'il y ait ce type de résultats. D'abord, nous avons eu, bien que tout le monde ait fait campagne en réalité, peut-être pour le président Bouteflika, mais tout le monde a fait campagne en réalité pour la participation massive. Certains partis ont plus parlé de la participation, de la nécessité d'aller aux urnes que de voter pour eux. Donc, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, mais pour moi, ces résultats sont salutaires parce que ils confirment aujourd'hui que nous avons une classe politique qui n'est plus en phase avec les attentes de la population, qui n'est pas en phase des attentes de la société, et qui est, disons, aujourd'hui, les résultats le disent, nous avons une classe politique complètement disqualifiée. Taux de participation à Abdelcheref 35%. Oui, vous voulez réagir? Taux de participation 35%. C'est le taux officiel. Est-ce que cela fait de cette APN une assemblée illégitime à Abdelcheref?
C'est toujours la même difficulté. On regarde une situation comme si elle était normale et on essaye de l'analyser avec des instruments normaux. L'Assemblée ne sert à rien en Algérie. Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a strictement aucun pouvoir. Demain, le président de la République peut nommer le Premier ministre qu'il veut. Il consulte l'Assemblée, mais elle n'a pas de pouvoir. Majorité. Sachant comment ces députés sont arrivés là, il va nommer qui il veut, ils vont être d'accord. Et il va présenter les lois qu'il veut, les députés vont être d'accord. Donc fondamentalement, l'Assemblée ne sert à rien. Le vote en lui-même ne sert à rien. Et donc on essaie de l'analyser comme si nous avions un Parlement. D'un autre côté, moi je peux regarder les choses comme citoyen algérien. Je me dis, moi je suis très inquiet quand je regarde le chiffre de la participation. Officiellement il est de 35%, il est plus probablement autour de 25%, mais malèche, on va dire 35%. On va dire que dans tout pays normal, il y a à peu près 25% des gens qui ne s'intéressent pas à la chose politique. 25 et 37, ça nous laisse ça donne 60%. Donc ça donne à peu près 40 à 45% de gens qui sont potentiellement intéressés par la politique, mais que l'exercice politique actuel met hors dehors du circuit. Ça, c'est mon objet d'inquiétude, moi, citoyen algérien. Mais moi, je n'oublie pas que nous sommes dans le 4e mandat. Le taux de participation, taux de participation 25%. Vous pensez que ça gêne le pouvoir? Le pouvoir a fait réélire le président Bouteflika pour un 4e mandat. Je dis ça dans mon papier de demain, c'est comme si on reprochait à un meurtrier, il y a quelqu'un qui a commis un meurtre, et vous dites, est-ce qu'il va griller un feu rouge ou pas? Il faut voir où est-ce qu'on en est. Avec 20%, le pouvoir n'est pas gêné du tout. Et moi, je trouve quand même que je suis enclin à dire que c'était un piège dans lequel tout le monde est tombé. C'est le piège de la participation. Dans une élection, de mon point de vue, ce qui est important, c'est le contenu politique. L'enjeu politique de l'élection. C'est pas le taux de participation. Il est secondaire, le taux de participation. Mais est-ce qu'il y a... Et tout le monde a fait un point de fixation. Et là, je fais encore un dernier parallèle avec l'élection de 2014. Présidentielle. Ouais. En 2014, on a eu Baraket. Ça a été magnifique. C'est des petits jeunes, très sympas, très dynamiques, etc., qui ont focalisé l'opposition. Ça a permis au pouvoir de dire, voilà à quoi se réduit la contestation. Et on a eu le 4e mandat. Là, on a eu Mansour-Tesh. On a eu des vidéos sur YouTube qui ont capté un petit peu. C'est vrai que les gens étaient en attente de quelque chose qui exprime ce refus de l'élection. C'est venu sous forme de 1 ou 2 vidéos, et puis ça a capté toute l'attention, et on a oublié le reste. On a oublié l'absence totale de contenu politique des élections. Des vidéos qui totalisent aujourd'hui près de 10 millions de vues. Alors, si ce n'est pas la participation, quel est l'enjeu de cette élection législative? Juste l'organisation d'une élection, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un impact sur le futur gouvernement? L'enjeu pour qui? Il faut poser la question, l'enjeu pour qui? Chacun question, a un enjeu différent. C'est une question pour tout le monde, Hassan. Moi, j'ai trouvé extrêmement caricatural l'intervention d'un des panélistes la soirée électorale, ou le lendemain, une fois qu'il y a eu les résultats, Tazipt, député sortant du Parti des Travailleurs, qui expliquait qu'il était réélu, qui disait qu'il était très déçu par le taux de participation. Bon, lui cachait pas, moi, le taux de participation, tout à l'heure, j'avais hoché de la tête, il n'y a pas à 35%. Il faut dire, il y a une partie du public du café presse politique qui réside à l'étranger, donc il n'a pas la possibilité de voir comment ça s'est passé réellement sur le terrain. Il y a pas, 35%, c'est plus qu'un Algérien sur 3 parmi les inscrits qui auraient été votés. Vous vous rendez compte? À l'échelle de l'Algérie, pas seulement d'Alger, parce qu'Alger c'est exceptionnellement bas, mais à l'échelle de l'Algérie, dans une Houma, 1 personne sur 3 qui aurait été votée. Et 25%, c'est généreux.
Parce que 25%, c'est quand même un Algérien sur 4 qui aurait été voté. On a vu, de visu, on a des parents partout, un peu partout. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents à Sidi Bel Abbès et à Zazga en Kabylie. Bon, à Zazga, on n'en parle pas. Sidi Bel Abbès, d'habitude, ça vote beaucoup, ça n'a pas voté. Enfin, d'habitude, ça fait longtemps. Donc, je ferme cette parenthèse sur le chiffre. Tazib t'a dit, il y a eu une désaffection parce que les gens n'étaient pas contents des mesures, bon là on est tombé dans le discours du Parti des travailleurs, des mesures antipopulaires du gouvernement qui est dans la loi de finances, etc., etc. Donc c'est leur manière de dire que, en fait non. Si on était dans un cas de figure où on peut sanctionner un gouvernement en allant voter contre lui pour un gouvernement de gauche qui propose autre chose ou qui les protège contre ces agressions sociales. Voilà, le problème c'est que effectivement l'Assemblée ne permet pas de construire un enjeu politique. On peut pas se défendre en envoyant des députés d'un autre genre. Oui. On peut pas. Abed a parlé de ce taux de participation, de ces vidéos, notamment Mansourdich. Est-ce que le nombre, vous l'avez rappelé Kamel, de près de 2 millions de bulletins nuls, est-ce que ce nombre, est-ce qu'il montre un véritable mécontentement face à ces élections? Donc il y a des gens qui sont allés voter mais qui ne voulaient voter pour aucun parti. Est-ce que le nombre de bulletins nuls est significatif selon vous aujourd'hui? Question pour tout le monde. En plus, il faut voir, on a eu droit à des reportages ou des VTR où on voyait le contenu de certains de ces bulletins. C'était carrément du loufoque. C'était vraiment comme si on dénigrait ces élections. Il y a des gens qui mettent des sachets de lait, d'autres qui mettent des photos. On était déjà parti non seulement pour non pas mettre un bulletin blanc, mais en plus pour exprimer un mécontentement d'une manière ou d'une autre, par la caricature, par mettre... c'est exactement... On a fait le parallèle avec ce qui s'est produit lors de la présidentielle en France. Mais moi, ce que je voudrais aussi revenir à quelque chose qui est justement la nature de notre Parlement. C'est facile de dire, bon, on le dit tous que le Parlement ne sert à rien. Bien sûr, on sait que l'exécutif, que les lois, ça descend, mais ça remonte jamais que rarement. On peut même quand ça remonte, ça passe pas par les commissions. C'est toujours bloqué. Même c'est beaucoup de leaders politiques qui ont de bonnes intentions, qui essaient de proposer des lois, mais comme c'est fermé à l'intérieur du Parlement, on peut rien faire. Donc la seule chose à faire, c'est d'aller se plaindre sur les réseaux sociaux ou bien dans les conférences de presse, sinon des petites marches ou bien de petites manifestations à l'intérieur de l'hémicycle parlementaire. Il faut revenir aussi parler du mode électoral en Algérie. On a inventé ce mode électoral qui sanctionne plus qu'il sanctionne et qui altère la réalité. C'est-à-dire, il ne donne pas une véritable image sur les forces des uns et des autres. C'est-à-dire que si on avait un régime électoral à 2 tours, par exemple, on saurait la force de chacun. Parce que les électeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? On leur propose une liste de gens qu'ils ne connaissent pas. Mais parfois, même s'ils connaissent l'individu, il y en a un qui leur semble intéressant, mais les autres, les 15 autres à l'intérieur de la liste, les dérangent. Donc, c'est aussi un piège, c'est un repoussoir. Il y a aussi le fait que... Si jamais on avait un vote uninominal à 2 tours, avec une assemblée où le président choisit le Premier ministre comme il veut, ça change rien. Je reviens à l'idée rien, il faut pas. Oui, mais ça change rien. Parce que j'allais venir à ça, c'est le fait. Nous sommes dans un régime présidentiel. Ça, le président jusqu'à aujourd'hui, il va, comment dirais-je, faire valoir l'article 91, frère présidentiel. 84, il va faire valoir l'article 91 pour nommer le chef du gouvernement en consultant la majorité parlementaire. C'est-à-dire que finalement, en Algérie, il n'y a que la présidentielle qui compte. C'est pour ça qu'il y a autant de désaffection. D'ailleurs, le citoyen actuellement, quand il a besoin de quelque chose, il se dirigera jamais vers le parlementaire. C'est au niveau de sa commune. Il peut fermer bloquer des routes. C'est ça sa manière de contester ou de faire valoir ses droits ou d'arriver à ses revendications. Ce n'est jamais derrière. Et en plus, il y a cette image atypique du parlementaire qui n'est là que pour un tremplin. Il se servira de son siège pour tremplin, s'enrichir. Et en plus, l'Algérien, pourquoi je vote pour lui? Il va se taper 30 millions, autant que je ne fais rien. Mais si tu le permets, c'est ce que j'allais dire. C'est au-delà de toutes les analyses que nous pouvons faire, c'est que moi, à mon sens, les résultats de ces élections font peur. Ils font peur pourquoi? D'abord, on a un peu suivi la campagne, etc. On remarque que finalement, toute la séquence entre guillemets démocratique
n'a pas servi à grand-chose parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas à quoi sert un député. C'est quoi une séquence démocratique ? Non seulement je parle pas de la population, mais je parle des candidats eux-mêmes. Beaucoup ont fait comme s'ils étaient dans une présidentielle. Et puis, secondo, moi je m'inquiéterais avec de tels chiffres. Mais vous avez un Algérien, comme disait Khadi, qui n'a un Algérien sur 4 Algériens. Non, un Algérien sur 4. Un Algérien sur 4 ou sur 3 n'a pas voté. C'est le même cas en 2007, c'était le même résultat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et pourtant, vous avez une carte politique qui va de l'extrême droite, enfin du parti le plus nationaliste au parti le plus islamiste et au parti de gauche. C'est-à-dire, normalement, n'importe qui parmi les électeurs pourrait trouver son compte dans les... Ça veut dire quoi si les gens n'ont voté pour personne ? Ça veut dire que les programmes ne sont pas des programmes. Ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité des candidats. Ça veut dire que le politique a perdu sa crédibilité. Comment voulez-vous que moi, c'est ça qui m'inquiète dans cette élection. Au-delà du fait au-delà de savoir à quoi sert un parlement, au-delà de savoir qui a perdu, qui a gagné, etc. Comment voulez-vous ça veut dire que vous avez d'un côté une société qui tourne en roue libre et vous avez de l'autre côté un gouvernement ou un pouvoir qui tourne en roue libre. Et au milieu, il n'y a plus rien du tout. Ça veut dire qu'il y a une perte de confiance. Je pense que tout ça, c'est le résultat de la politique de Bouteflika, quand il légiférait par ordonnance et qui piétinait la PN pendant des années. Il l'a affaibli, il l'a vidé de son sens. C'est pour ça que les gens ne croient plus en APN. Et surtout, les présentations sur liste électorale étaient chiffrées contre les milliards. C'est pour ça que les gens disent pourquoi je vais voter pour X ou Y pour lui permettre d'avoir un bon salaire sur mon dos. Il a parlé d'idées, de programmes. C'est la préoccupation majeure des candidats. C'était leur positionnement au sein des listes. On se bataillait, on mettait de la shkara en milieu pour prendre la première place. C'était une bataille de positionnement au sein des listes, mais jamais pour des idées. Les candidats ont discrédité eux-mêmes. Absolument. Une dernière question. Alors, qui dit élection législative dit évidemment nouveau gouvernement, même si en 2012, lors des législatives, le président de la République avait mis 4 mois exactement pour nommer un nouveau gouvernement. Selon vous, est-ce que ça peut changer ? Le Premier ministre a reçu aujourd'hui le président du MSP, Abdelrazak Makri. Makri a dit que cette rencontre avait pour objectif de parler de l'éventuelle entrée de son parti dans le gouvernement. Selon vous, est-ce qu'on se dirige vers un nouveau gouvernement tout de suite ou plus tard ? C'est le sujet de la deuxième partie, c'est ça ? On ne va pas en parler en 30 secondes, ça. J'essaie de poser la question. Est-ce que quelqu'un a des réponses sur... Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau gouvernement ou pas ? Moi, j'ai demandé hier à Marab News qui sera le futur chef du gouvernement, premier ministre. Il m'a dit on ne change pas une équipe qui gagne. Je me demande qu'est-ce qu'il a gagné. Silel, par exemple, qu'est-ce qu'il a gagné. Oui, c'est exactement ça. De son point de vue, il a gagné. De son point de vue, du point de vue du pouvoir, c'est une victoire. Il voulait une élection législative sur mesure. Ils l'ont eu. Et donc le fait que M. Abdelmalek Sellal reçoivent le dirigeant du MSP et lui propose d'entrer au gouvernement, il y a 2 messages qui sont évidents. Le premier, c'est que Sellal reste Premier ministre. Et le deuxième, c'est que le MSP va entrer au gouvernement. Voilà, c'est acté, ça. Ça pose aucun doute. On en parlera avec plus de détails dans la deuxième partie du CPP. On se retrouve dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.
Le CPP a commencé, Abed, c'est la deuxième partie. Bienvenue à tous pour cette deuxième partie du Café Presse Politique avec nos invités Abed Sharif, Ihsan Qadi, Hadda Hazzam, Kamal Mansari et Yassine Chelfaoui. On revient sur cette affaire des élections législatives et comme j'ai dit lors de la première partie, qui dit élection dans un pays normal évidemment, dit nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre à la formation d'un nouveau gouvernement? Hadda Hazzam, Ammar Abn Younes, vous avez dit on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que pour vous cette équipe a gagné? Est-ce qu'elle peut être reconduite ou est-ce qu'on peut avoir le même scénario qu'en 2012? Ça veut dire le gouvernement va travailler pendant 4 mois jusqu'à la rentrée au mois de septembre. Qui veut répondre? Ça va, à mon avis, si celle-là est reconduite, c'est un peu pour les mêmes raisons qui ont fait que Bouteflika a été reconduit en 2014. J'ai beaucoup bafouillé, mais je pense que j'ai été clair. C'est-à-dire que c'est par défaut. On sait que c'est pas la bonne solution. Il n'y a pas d'autres candidats. Mais on n'est pas tellement d'accord sur une autre solution. Je pense que c'est plutôt comme ça. Cela dit, moi je suis plutôt enclin à penser qu'il y a un phénomène d'usure du pouvoir de Sellal, qui s'est beaucoup vu d'ailleurs à la fin de sa campagne et de toute la déliquescence de son discours en fin de campagne, qui fait que septembre 2012, été 2017, ça fait une mandature, ça fait 5 ans. Je pense que Bouteflika et son entourage prendront le temps de bien fignoler une transition tranquille, une alternance à l'intérieur de la majorité présidentielle. Même si certains cercles disent à Abed Sharif que Ahmed Sellal a été empêché d'être tête de liste FLN à Alger. Donc si cette information est vraie, peut-on empêcher M. Sellal d'être tête de liste et le reconduire au poste de Premier ministre? Pour moi, cette information n'est pas vraie. Donc toute l'analyse qui en découle tombe à l'eau. Maintenant, il y a toujours cette... Ihsan dit que Sellal est usé. Qu'est-ce qu'il faudrait dire du président Bouteflika dans ce cas? On analyse des situations en oubliant qu'on est dans le paranormal. Donc on est dans des configurations totalement différentes. Non, pour moi les choses sont très simples. Monsieur Abdelmalek Sellal a déjà commencé à consulter pour former un gouvernement. Ça veut dire que il va être reconduit. Ça veut dire que on va faire jouer au Parlement le rôle de Majlis Shura. Alors là, c'est typique. C'est pas un Parlement, c'est Majlis Shura. On le consulte et on fait ce qu'on veut. Et dans cette opération, il y a quand même quelque chose qui se dessine qui est dans l'immédiat, c'est secondaire, mais pour le long terme, ça va être très important. Les élections législatives, c'est un concours de recrutement de nouvelles clientèles du pouvoir. Donc il y a des gens nouveaux qui arrivent, qui vont intégrer les réseaux. On suppose qu'ils sont frais, donc ils sont influents dans les réseaux. Ces gens-là vont avoir de l'influence dans les élections locales qui ont lieu à l'automne. Et donc, avec les législatives, avec les élections locales, tu as un dispositif institutionnel, disons institutionnel élu, qui est là et qui va faire la prochaine élection présidentielle. C'est là que l'enjeu devient le plus important. Et on l'a déjà dit dans le CPP, on commence déjà à préparer les élections présidentielles de 2019 et ça a certainement commencé lors de ces élections législatives quand même. Il y a aussi actuellement une idée qui circule que cette fois-ci on va essayer de faire comme a fait Bouteflika en 2000. En 2000, en nommant, en désignant un gouvernement dit de mosaïque, c'est-à-dire un gouvernement de large consensus. C'est dans cette optique que Moukri a été sollicité par Abdel Sellal parce que on essaye de rattraper ou bien de récupérer tous ceux qui ont fait partie de l'opposition de Zeralda. La nouveauté sera que ça, c'est-à-dire on va pas s'attendre à des... Et puis les personnalités nouvelles, moi je vois pas de personnalité nouvelle, donc ni de tête ni de figure nouvelle. Oui, mais c'est quoi? Il y a surtout là le recyclage des anciens, ceux qui partent et qui reviennent, comme Mena Salah, comme Moukari, tout ça, qui changent d'oripeau
chapeau et de veste au gré des circonstances parce que bon, moi j'avais pensé qu'au départ parce que il y a une fragilisation au sein des institutions que l'opposition a tenté, mais comme on a été menacé, mis en garde par tout ce qui va de ce qui est aux alentours de nous, ce qui se produit autour de nous, on essaye encore une fois de récupérer le maximum d'adhésion, le maximum de représentation au sein de ce prochain gouvernement. Ça sera juste un gouvernement de large consensus, colorié, ou bien, bon, les tendances sont les mêmes, mais on intégrera vraisemblablement Hamas, le MSP, mais c'est tout. Donc, le gouvernement se poursuivra. Donc. Je suis prêt à parier, mais pas plus de 5 dinars sur ce que va faire sur ce qui va être fait. Le pouvoir est obligé de donner corps à sa réforme constitutionnelle. L'histoire est le Parlement. Donc, il va nous montrer un Parlement qui est là, qui est présent. Donc, on va tenir compte, on va le consulter. Deuxième chose, moi je pense que TEJ, le MPA, vont intégrer le gouvernement. Et c'est cette idée sur laquelle je ne parierai pas plus de 5 dinars. Le pouvoir va prendre l'idée de consensus national. Et en disant que s'il prend l'écrasante majorité de la représentation parlementaire, ça peut apparaître comme une espèce de consensus national. Je pense qu'il va miser sur ça, qu'il va jouer cette carte, parce que de toutes les façons, avoir Amar Ben Younes ou Amar Ghoul ou quelqu'un du MSP à la tête du ministère du Commerce, ça change quoi? Absolument rien. Et donc voilà, le jeu aura un peu plus d'allure. Quand vous dites le TEJ et MPA, est-ce que pour vous ce sont les chefs de ces partis qui vont revenir donc au gouvernement? Parce que pourquoi enlever Ammar Ghoul, pourquoi le limoger pour le ramener après les législatives? C'est pas forcément le chef du parti, ça dépend. C'est des deals qui vont être passés. Les gens du MSP par exemple, ils ont envie d'être ministres. Point. Voilà, c'est ce qui les intéresse, c'est être ministre. Et ils ont envie tous d'être ministres, donc on leur donne 2 sièges, et on va leur dire, vous choisissez. Pour les autres, je ne sais pas comment ça va se discuter. Alors on prend les paris qui dit que les islamistes vont entrer au gouvernement. Vous n'y croyez pas, Yassine? Moi, j'y crois. Vous y croyez. À vous lire. Les islamistes au gouvernement, au gouvernement, c'est un pari halal. Moi, je parie. Sur l'entrée du MSP, je reste réservé. Je me pense. J'ai des doutes, mais bon, peut-être. Je n'ai pas de certitude. Les islamistes peuvent entrer au gouvernement. Mais tout est possible. On a vu des ministres, enfin des candidats qui disaient que le pouvoir est assassin, sont devenus ses plus fervents défenseurs. On sait de qui vous parlez. Oui. Moi, je pense personnellement, je n'ai pas d'informations, mais juste des supputations. Il y a quelques mois, le MSP était dans ce qu'on pourrait appeler le fameux front du Rossi, avec le groupe de Zeralda. Donc, il est devenu un discours très violent contre le président, contre le gouvernement, contre tout le monde, etc. On demandait alors des réformes, d'une révolution carrément. Article 88. Voilà, donc bref. Et le MSP a fait table rase avec ce discours. Il a été persuadé de la nécessité d'aller aux élections. Maintenant qu'il a participé aux élections, qu'il a eu des députés, je veux dire que il n'y a plus d'enjeu pour le MSP, parce que le MSP ne donnera jamais il aura peut-être un présidentiable, mais le MSP, le candidat du MSP ne sera jamais président, à moins qu'il y ait un cataclysme politique d'une amplitude de je ne sais pas combien. Le prochain président, durant la prochaine présidentielle, le successeur de l'actuel président ne sera pas issu du MSP. Donc il n'y a plus d'enjeu pour le MSP. Donc le seul enjeu pour lui est d'avoir des postes au gouvernement. Sa survie, c'est aussi un enjeu. Après les élections locales, ce sera il donnera certains postes de maire à sa clientèle, à sa petite clientèle, mais sinon les enjeux pour le MSP, c'est fini. Son enjeu pour lui. Je disais tout à l'heure que ces élections étaient extrêmement
préoccupante parce qu'elle nous donnait aucun moyen de faire une lecture au pouvoir. Je parlais tout à l'heure du pouvoir, mais c'est vrai aussi pour l'opposition et la classe politique. Aujourd'hui, il faut quand même retenir que ceux qui nous ont maintenus sous pression à cause du risque islamiste en Algérie, ça fait quand même plusieurs élections où ce risque islamiste s'est très largement dilué. Bon, là, il s'agit des frères musulmans. Les salafistes ne sont pas dans l'offre politique, mais demain, on est à peu près convaincu que s'ils revenaient de manière organisée dans l'offre politique légale, ils ne seraient pas plus pesants que cela. Mais ça donne pas plus à lire pour les partis de l'opposition. Enfin, le FFS a choisi d'aller aux élections en abandonnant une partie de ses troupes qui n'étaient pas favorables au vote, et il l'a payé. Le RCD, c'est un peu pareil. C'est même dans une même mesure, c'est même peut-être plus violent. Et donc, voilà, c'est mauvais pour tout le monde. Alors, dans un contexte comme ça, je crois que tu m'as posé la question, Khaled, c'était à moi que c'était adressé. Est-ce que je parierais que le MSP, c'est anecdotique, c'est marginal, mais est-ce que le MSP va revenir au gouvernement? Ça dépend de la lecture que le MSP va faire de la situation. S'il considère que c'est un bateau qui est en train de couler, que c'est le pire moment pour s'associer à l'exécutif, compte tenu de ce qui s'est passé, des élections, de la désaffection, de la colère quand sont montées au sein de l'opinion, il y aura des gens, j'imagine, le courant Makri quand même, qui peuvent dire, attendez, là, c'est peut-être un pas qui n'est pas nécessaire de faire. C'est le choix du FFS, c'est le choix du PT. Donc, on peut penser qu'il n'ira pas aussi au gouvernement. Et après le courant Makri, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hadaoui, vas-y. ما نقدرش نكونوا في فيراج il prend le gouvernement comme un virage. Après le courant Makri, on va parler maintenant du courant Msahel, Abdelkader Msahel, qui est ministre des Affaires maghrébines et africaines. On pose pas la question si Wahia devient Premier ministre? Eh ben, vous venez de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans siège. Sans siège. Pour moi, c'est tranché. C'est là, déjà en train de sans siège, ça fait beaucoup moins que le FLN. Donc, est-ce que le président va oser nommer un Premier ministre du RND? C'est possible. Vous connaissez mon opinion sur l'évolution politique. Moi, j'ai envie que ça barde. Donc, quand le président Bouteflika est arrivé au pouvoir, le RND était majoritaire au Parlement. Il a choisi un Premier ministre FLN. Quand le FLN a pris la majorité, il a choisi Ouahia. C'était pour signifier, c'est moi le patron, le Parlement ne compte pas. Dans les textes, rappelez-vous, l'homme qui a tué le poste de Premier ministre publiquement et officiellement, enfin, en fait, il y en a deux. Ben Bitour et Belkhadem. Ben Bitour, c'est lui qui raconte que quand il a accepté d'être nommé, le chef de l'État lui a donné la liste des membres du gouvernement. C'est Ben Bitour qui raconte ça. Et Belkhadem a dit, je suis coordinateur du gouvernement, je suis pas chef du gouvernement. Donc, voilà. Tout ça, il y a quand même une nouveauté. Ce n'est plus Abdelaziz Bouteflika qui est aux commandes, c'est quelqu'un d'autre. Donc là, comment ça fonctionne avec ce quelqu'un d'autre? Je suppose que ça n'a pas beaucoup changé. Et est-ce que la probabilité au Yahya est possible selon vous aujourd'hui? Moi personnellement, la logique voudrait qu'il... là, bon, il y a notre ami Qadi et Abed qui viennent de le dire. Je veux dire, les décisions viennent de la présidence. Donc si on lui demande d'y aller, il ira certainement, il ne pourra pas dire non. Mais ça serait pour lui, ça signifierait pour lui un suicide politique. Surtout s'il est dans le... Pour le Premier ministre, pour Yahya. Oui, c'est un suicide politique. Bon, là, là où il est en ce moment, il est à l'abri des caméras. S'il ambitionne de participer à la présidentielle de 2019, donc il essaie de se refaire une virginité, etc. Par contre, s'il accepte aujourd'hui de prendre les rênes du gouvernement, désolé, j'imaginais Ouahia se refaire une virginité. Ça m'a fait rire. Moi, je continue. Donc, s'il accepte aujourd'hui je suppose qu'il aura adopté une loi de finances encore plus sévère que celle Donc, il y aura encore de sales besognes, comme on le dit souvent, à assumer. Et c'est peut-être... Alors, attends, je voudrais répondre à ça. Je voudrais répondre à ça. Non, il est en train de parler de Yahya comme si c'était lui, il est maître de son destin. C'est lui qui décide, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a une stratégie. C'est un comité. Ça veut dire qu'on l'envoie.
l'envoie, Non, c'est un suicide politique, c'est un emploi. Pour moi, c'est un commis de l'État. C'est un commis de l'État. Si on lui demande. Mais si on l'envoie là-bas, ça veut dire qu'on veut le griller totalement. Il a déjà été grillé. On n'est jamais grillé définitivement dans ce pays. C'est le commis de l'État de faire est parti, donc on peut se poser des questions. Le griller ou le pas le griller, c'est pas. Pour moi, ça a été un commis de l'État. Il a pris des fonctions. Il a été Premier ministre. Maintenant, il est devenu chef de cabinet. On peut le mettre comme Premier ministre. Comme on peut le nommer autre chose, comme on peut le maintenir. Mais là, faire croire que Ouihia, il est là, que c'est quelqu'un qui est attentiste, qui attend l'opportunité, ou bien qui a des plombs. Là, je doute fort. Pour moi, non, il n'a pas le poids, il n'a ni la carrure, ni rien du tout. Pour moi, c'est un commis de l'État. Il est au service des institutions. On peut le mettre là où on veut, mais là, de faire croire que il va au suicide politique en le nommant, là, c'est trop. Est-ce que ce n'est pas l'homme de la situation, Ouihia, quand on voit la crise économique et financière dans laquelle se trouve l'Algérie? N'importe qui peut être l'homme de la situation. Ça veut dire quoi, l'homme de la situation? Il va nous faire croire. C'est l'homme de la rigueur, de l'austérité? Mais il va nous faire croire, Ouihia. Ça veut dire, il va nous ramener aux années 96, 90, appliquer un nouveau programme du FMI, un nouveau pass, c'est quoi l'homme de la situation? Il faut faire attention à ces gens. Je crois que les décisions, d'ailleurs, Bouteflika, il disait que il est hors de question qu'on revienne à l'endettement et tout. Maintenant, l'homme de la situation, par le discours, par des positions impopulaires. Si on me dit que c'est l'homme de la situation, ça veut dire contre le peuple. En faveur de qui? L'homme de la situation en faveur de qui? En faveur du peuple ou en faveur du régime? C'est ça. Alors, Ouihia, homme de la rigueur, est-ce qu'il est envisageable de faire le choix Ouihia au moment où le pays va très mal économiquement et financièrement, et le Premier ministre actuel qui continue à dire que tout va bien ou presque? Mais c'est pas encore sur la place publique. Personne ne pose le problème. Il a dit une fois durant la campagne que la crise est en face de nous et on va la gérer. Ça veut dire qu'il prétend qu'il va gérer la crise comme en les années 90, comme en 97, 98. On n'est pas dans les mêmes circonstances. Tout a changé. Il y a de nouveaux oligarches, qui influencent et qui peuvent peser de tout leur poids et lui mettre le bâton dans les roues. Ce scénario-là, pour moi, l'homme de la situation, l'homme de la crise, ça n'existe pas. C'est son tête chapitre, des slogans creux qui veulent rien dire. Pour Kamel, Ouihia ne se refera jamais une virginité. Oui. Si on devait juste essayer de doser une interprétation. Je le vois présidentiable, oui, d'accord. Une petite interprétation des résultats, parce que c'est un sondage, et j'ai bien aimé la formule de recrutement, de renouvellement de la base sociale du régime. Donc c'est la base sociale du régime qui s'exprime dans un vote comme ça. Et la base sociale du régime a envoyé un message d'anxiété en privilégiant le RND au FLN, un peu par rapport aux résultats précédents. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une demande de sérieux, une demande de rigueur dont a bénéficié le RND pour sauver les biens de famille. C'est-à-dire, on reste au pouvoir, c'est nous, c'est le même bloc social. Mais aujourd'hui, Saïdani ou Dabbas, ça va. Ça serait plutôt cela. Est-ce que pour autant, ça fait de Ahmed Ouihia un candidat pour diriger le gouvernement? Je réponds pas à la question parce que je réponds pas à la question par rapport à la rigueur, parce que Ahmed Ouihia a rien inventé en 96-98. Il a appliqué une feuille de route écrite ailleurs. Absolument. Ce que tu dis peut avoir du sens si le résultat qui est annoncé est réellement ce qui est sorti des urnes. Or, on sait que c'est faux. On sait par des témoignages directs que c'est faux, que le résultat a été faussé. C'est le seul point sur lequel je te donne raison. En faussant l'élection, le pouvoir n'a même pas un vrai sondage sur ses propres troupes. Donc, a priori, si on considère que c'est le pouvoir qui a fait sortir ces résultats, il voulait rappeler au FLN que le RND avance que Ouihia c'est quelqu'un d'important. Mais moi je pense que pour le moment c'est Sellel qui est au centre du jeu, et pour que Ouihia devienne Premier ministre, il faut qu'il passe sur le cadavre de Sellel. Ça me semble difficile dans la conjoncture actuelle. Mais comment peut-on faire une campagne, peut-on faire gagner le RND, lui donner plus de consistance avec une campagne faite au nom du président Bouteflika, un parti qui va s'engager dans une compétition électorale avec ton tête de liste, enfin chapeauté par le chef de l'État, et il perd. Il a 164 sièges, il n'a pas perdu. Oui. Ouais. C'est un recul. C'est un recul, mais il n'a pas perdu. Personne ne dit dans les agences de presse, il a perdu. Je dis, on parle de recul, C'est quand je m'engage avec le chef de l'État, je gagne plus. Quand vous avez M. Jamal Ould Abbas comme chef de campagne, avoir 10 sièges, c'est énorme.
si l'élection était normale. Il a 160, c'est gigantesque. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Les sièges étaient distribués à l'avance. Le temps qui nous est imparti est terminé. Une dernière question, un dernier mot sur la présidentielle en France. Selon vous, est-ce qu'il y a un Macron algérien caché quelque part, un jeune homme politique qui peut demain devenir président de la République? Absolument, il doit y en avoir, mais il faudrait qu'il y ait une nouvelle situation politique qui survienne pour le générer. Mais il faudrait qu'il y ait un journaliste qui s'appelle Khaled Darani pour l'interviewer. Abed Sharaf, est-ce qu'il y a un Macron algérien? Je l'espère. C'est une journaliste, une députée de Blida m'a dit une phrase qui m'a choqué. Après Bouteflika, les mères sont devenues stériles. Donc voilà, c'est une pensée qui est de l'autre côté. On prend n'importe quel sous-directeur dans une entreprise aujourd'hui, il gérerait mieux le pays que ne le fait le gouvernement. Il faut attendre aussi l'exercice de Macron pour pouvoir juger. C'est-à-dire, est-ce que l'élection de Macron a été... Non, je parle de l'âge et du parcours. Oui, bon, de l'âge et du parcours. Si tu parles de l'âge de notre histoire, on a eu des présidents qui sont jeunes. Mais la question que tu pose la problématique du renouvellement des élites. Exactement. Est-ce que dans les partis actuels, toutes tendances confondues, on accepte que les jeunes élites accèdent aux postes de responsabilité? Parce que pour avoir un Macron, il faudrait qu'il y ait... Macron n'a jamais été élu. Donc, mais ils peuvent venir soit d'un parti, d'une association ou d'autre chose. Mais il faudrait que ces partis laissent les jeunes accéder aussi. Cette campagne électorale n'a pas généré de Macron. Cette campagne électorale n'a pas généré de Macron, mais elle a généré des aides jokers. C'est l'avenir. Et le Macron algérien, Hada Hazam, autocensure encore? Vous connaissez quelqu'un, un nom, quelque part? Je vous ai dit que je l'espère, mais dans les conditions actuelles, c'est pas facile. Hein. Il y a juste un point sur Macron, c'est que en Algérie, on dit publiquement, officiellement, que c'est un ami de l'Algérie, mais à mon avis, il y a une chose que je redoute et une chose à laquelle ne pense pas le pouvoir. La chose que je redoute, c'est que si le projet Macron réussit, l'Algérie se retrouve dans une situation terrible où elle ne peut pas accompagner le mouvement. Parce que c'est quelqu'un qui a un projet immense sur l'Afrique et la Méditerranée. Merci beaucoup, Abed Sharaf, d'être venu. Merci Hassan Qadi, merci Hada Hazam, directrice d'Al-Fajr, Kamal Mansari, directeur de la rédaction du Jeune Indépendant. Merci Zine Shelfaoui de l'Ouattal. Merci à vous tous d'avoir été attentifs. Bonne soirée à tous, à bientôt. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.